Lucas Aquatella, Enchanté. bonjour. Bonjour. Alors merci de nous recevoir. Ici nous sommes à l'hôtel Little Regina, sur le boulevard de Strasbourg, à côté de la gare de l'Est, qui ont eu la gentillesse de nous accueillir, puisque au dernier moment on n'avait pas de lieu, et donc le personnel ici a été très sympa sur ce sujet-là. Écoute, je vais te laisser te présenter rapidement, et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Ok, voilà, donc je m'appelle Lucas Aquatella. Je suis enseignant maintenant depuis un peu plus de 3 ans et j'ai 26 ans. D'accord. Alors le but de cette vidéo, enfin l'objectif de cette vidéo, effectivement, c'est de parler un peu de l'enseignement. Donc tu es enseignant, professeur en secondaire. C'est ça. Un Donc, collège. et lycée. Là, actuellement, je suis dans un collège depuis 2 ans. D'accord. Alors on va commencer par le démarrage. Quel est ton cursus académique? Et ensuite, comment de ce cursus-là, à un moment donné, tu as décidé de passer dans l'enseignement et donc le chemin que tu as pris? Pour le coup, ça a été assez direct puisque déjà au niveau de la terminale, j'avais 2 idées où j'allais partir plutôt dans officier de marine parce qu'il y avait ce côté liberté, voyage, ou enseignant parce que j'aimais le fait d'aider les autres et d'enseigner. Et les concours faisant, il y avait un concours pour rentrer dans l'école de marine qui m'intéressait niveau bac. Mais comme je suis daltonien, du coup, il y a eu des cafouillages vu qu'il y a les codes couleurs. Donc je suis parti en faculté et avec l'objectif d'être professeur. Donc j'ai fait licence de physique-chimie, les 3 ans. Et après, je suis rentré directement dans le master MEF, donc c'est le master de l'enseignement. D'accord. Qui permet après du coup de devenir prof et de passer le concours, le CAPES. D'accord. Donc tu as passé, tu me disais tout à l'heure, 2 concours. C'est ça. En fait, j'ai passé un premier concours quand j'étais au bac pour une école de marine marchande. Je ne l'ai pas eu. Et après, du coup, je suis parti en fac et à la fin du master, maintenant, c'est pour passer le concours de CAPES, de professeur, il faut être en master MEF ou avoir déjà validé un master, donc déjà validé un bac plus 5 pour pouvoir s'inscrire au concours. Donc je l'ai fait passer une première fois quand j'étais en master 1. C'était l'ancienne version. C'était la dernière année où il y avait cette version-là, je ne l'ai pas eu. Et ensuite, la deuxième année de mon master, je l'ai repassé. Donc j'ai eu la nouvelle version du concours. Là, je l'ai eu. Et du coup, après, j'étais professeur à temps plein dès la fin de mon master. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire, puisque tu as eu la chance d'avoir fait les 2 versions, laquelle tu as préférée? Est-ce qu'il y avait des différences entre les 2 versions par rapport aux réformes? Parce que l'idée aussi, c'est de voir quelles sont les réformes qui sont passées et si elles ont été utiles. Pour le coup, c'est très différent. On avait le premier master, c'est toujours le même principe, une épreuve écrite, des épreuves orales. Orales, oui c'est ça. Donc à l'écrit, dans le premier, on avait surtout beaucoup de questions de connaissances, de cours qui étaient très orientés sur la maîtrise du sujet. On avait 2 épreuves écrites, une qui était orientée plutôt question de connaissances pures et l'autre un peu orientée pédagogie. Ce modèle-là à l'écrit a été conservé à quelques différences près entre le premier et le deuxième concours. C'est surtout à l'oral qu'on va avoir une différence. Dans le premier concours, on avait donc une première épreuve où on allait préparer une séquence de travaux pratiques en tant que professeur de physique-chimie. Et donc du coup, on avait 2 heures pour prendre un bouquin. On avait un sujet, par exemple faire une distillation ou travailler sur la synthèse de molécules organiques. Et donc c'était à nous de choisir le ou les TP qu'on voulait présenter. Donc on avait un temps limité pour le préparer et ensuite on devait le présenter pendant 30 minutes. Et la deuxième épreuve, c'était faire pareil, mais c'est sur une séquence de cours. Une séquence, c'est un chapitre entier, un trimestre. Donc ça fait beaucoup de choses à préparer en 2 heures pour montrer un fil rouge. Et il fallait une grosse maîtrise aussi des notions de façon générale, ce qui est relativement logique. Mais dans la vie de tous les jours en tant que prof, on ne va pas préparer une séquence d'un coup en 2 heures. On va plutôt préparer un cours, une séance, etc. Donc j'ai échoué notamment à l'épreuve orale lors de ce premier concours. Lors du deuxième concours, ils avaient complètement changé les épreuves orales. Donc on avait un entretien d'embauche, entre guillemets, avec une séance de questions où justement on va se présenter, notre parcours, pourquoi on veut devenir enseignant. Avec du coup ensuite une mise en situation, où nous présenter des situations d'enseignants qui sont déjà arrivés et qui mettent à mal les valeurs de la République. Donc par exemple, un élève, on fait un TP, on leur dit mettez-vous en groupe et ils disent moi je ne travaille pas si c'est une fille qui est chef du groupe. Et donc là, il fallait qu'on dise quelles sont les valeurs de la République qui sont mises à mal. Donc ici par exemple c'est le côté égalité, parce que les femmes et les hommes sont égalitaires, donc il n'y a pas d'histoire de je ne veux pas travailler parce que c'est une femme qui choisit. Donc du coup après c'était comment est-ce qu'on gérerait la situation, avec qui on parlerait dans l'établissement pour gérer ça, et on dit toujours ne restez pas seul. On a une équipe,
on a la direction, etc. Et c'est ça qui nous permet en tant que prof d'avoir un poids et surtout de pouvoir travailler. Donc en fait, s'il manque un pilier, une partie de l'équipe dans un établissement, c'est très difficile de travailler. Et donc on avait ça comme épreuve. Et une deuxième, au lieu de préparer donc une séquence de TP, on devait préparer une séance de travaux pratiques, une seule, et donc être très précis, le pourquoi, du comment, qu'est-ce qu'on allait faire. Et donc là, c'était beaucoup plus orienté sur ce qu'on fait réellement. C'est-à-dire, ok, on a 2 heures, on a une séance à préparer pour, je sais pas moi, dans 3 jours. On va se poser, on va réfléchir, quelle expérience je fais, pourquoi, quelle notion je vais travailler. Et c'est beaucoup plus terre à terre par rapport à ce qu'il y avait dans l'ancien concours. Et donc là, je me suis bien débrouillé. Et j'ai eu la chance d'arriver premier de l'académie parce que j'ai très bien géré l'oral. Quand même, en plus, donc on a le major de l'académie. Bon, c'est que de l'académie de Nice, faut pas. C'est déjà pas mal. Et donc, ce que tu veux dire, si je résume, entre les différences entre les deux concours, c'est que le deuxième, tu dis terre à terre, mais enfin ça veut dire plus pratique, on va dire, plus proche des réalités terrain. C'est ça. Moins théorique. Donc ça, c'est un plus. Pour moi, c'est un plus au niveau de l'oral et surtout le fait qu'il y ait cette espèce d'entretien. Parce que dans l'ancien concours, techniquement, on peut être très bon d'un point de vue méthode, connaissance, mais être très mauvais d'un point de vue social. Et l'enseignant, c'est 50% du social. Si on n'a pas un bon relationnel avec les élèves, on ne peut pas les amener où on veut, on ne peut pas apprécier le travail qu'on fait, et les élèves ne vont pas aimer venir en cours si on n'arrive pas à faire un lien avec eux. Et l'aspect interview, ça permet aussi, je trouve, de mettre en évidence, ok, est-ce que ce profil de personne, on peut le mettre devant des élèves, ça va le faire, ou au contraire, ok, il maîtrise très bien son sujet, mais il n'est pas du tout capable d'avoir une relation avec une certaine empathie, une certaine rigueur, etc. avec l'enfant, parce qu'on n'interagit pas avec les enfants comme on interagit avec des adultes. Oui, c'est la partie pédagogie. Enfin, tu dis social, mais c'est effectivement, il y a le savoir et savoir transmettre le savoir. Exactement. Il y a des gens qui sont, comme tu dis, très bons dans leur domaine, mais qui derrière, si on leur demande de l'expliquer, ils n'y arrivent pas. C'est ça. Et inversement, il y a des professeurs qui sont des fois peut-être un peu moins bons sur leur matière, mais qui ont un aura d'enseignement qui fait que derrière, ça passe aussi. C'est ça. Alors, aussi pourquoi je t'interroge, c'est parce qu'effectivement, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais aujourd'hui, tu as un poste dans un lycée-collège. Un collège. Un collège, pour l'instant, un collège, et qui est particulier. Enfin, tu es dans un… Oui. Je suis dans une REP politique de la ville. Oui. Donc c'est le DMTCPV, qu'on peut aussi appeler prévention violence. Mais en gros, ce sont des… Alors qu'est-ce que c'est REP, prévention violence, etc. machin. C'est le fait qu'on dise, ok, dans cet établissement, il y a besoin de situations particulières, comme par exemple des classes à effectif réduit, parce que justement, il y en a des élèves qui peuvent être difficiles, et si on a des classes de 35, c'est impossible de travailler. Donc on a la chance d'avoir les deux qui vont s'accumuler. Donc au lieu d'avoir des classes de 30, 32, on a des classes de 23 maximum. Donc ça c'est super. Et aussi du coup on a plus de budget pour faire des commandes, pour du matériel. Du coup ça nous permet aussi d'appliquer des pédagogies de sorte à aider au mieux des élèves, des enfants qui n'ont pas un cadre à la maison qui leur permet de travailler. Et c'est souvent des élèves qui sont peu scolaires. Et donc le fait d'avoir ces deux labels REP et politique de la ville, ça nous permet vraiment d'être dans les meilleures conditions pour faire notre travail. Oui, donc tu es dans le département 93. Exactement, à Montfermeil. Dit souvent 9-3, c'est ça. 93, dans une REP et avec une spécificité de politique de la ville. Donc, c'est-à-dire… Donc, il y a les budgets de la ville qui sont alloués en plus de ceux de REP donc, pour l'établissement. Si on avait un niveau de difficulté d'établissement, on est bien placé vers le haut. C'est ça, si on regarde juste les labels, on est au haut du panier. Après, il y a le truc aussi, c'est qu'il y a certains établissements qui mériteraient amplement d'être sous ces labels-là, mais qui ne le sont pas. Donc on va se retrouver avec des établissements où les professeurs ont peu de moyens au niveau des budgets. Par exemple en sciences, le budget pour les commandes ne va pas dépasser peut-être 100 €, alors que le moindre montage et le matériel nécessaire pour faire des expériences et vraiment accrocher les élèves va dépasser 100 € parce que c'est un matériel qu'on va utiliser plusieurs fois. Mais pour l'acheter, il faut débourser 350 € par exemple pour un montage avec de la verrerie, etc. puisque c'est un verre Pyrex qu'il nous faut, qui coûte plus cher qu'un verre normal. Et donc du coup, avec peu de budget, c'est compliqué d'enseigner. Et donc du coup, on a des classes avec des enfants qui peuvent être très difficiles, sauf qu'ils sont 35. Donc il y a des établissements qui mériteraient amplement de l'avoir, mais comme ils sont limites, ils ne l'ont pas. Et au final, c'est beaucoup plus dur de travailler dans ces établissements-là qui n'ont pas de label par rapport à ceux comme le mien qui en ont 2. Oui, parce que entre guillemets, il y a le label et il y a les moyens qu'on met derrière. C'est ça. Le label rend que l'enseignement est difficile, mais comme les moyens sont supérieurs, ça facilite globalement, le ça travail. facilite. Même ne serait-ce que l'effectif dans la classe. Ouais. Le fait d'avoir des élèves limite REP, mais ils sont 35,
ça change tout par rapport à des élèves REP bien, mais qui sont que 25. D'accord. Alors aussi, à nouveau, ta spécificité, c'est que tu as fait le grand écart entre ta première année de stage, comme ça qu'on dit, d'intégration, tu vas nous dire où tu étais, et ensuite le passage au 93 en REP, politique de la ville, et donc déjà expliquer les deux contextes, et aujourd'hui comment tu t'es adapté de l'un à l'autre. Alors du coup, moi je viens de l'Académie de Nice, et j'ai eu la chance de faire mon stage, j'ai eu mon concours en M2, j'ai validé mon concours, donc du coup, mon année de stage, ça c'est aussi une des spécificités du nouveau concours. Avant, on était en mi-temps et donc on avait le stage pendant la deuxième année de master. Donc on était en mi-temps, un peu comme en apprentissage, 9 heures par semaine face à des élèves dans un établissement en tant que professeur et 9 heures à la fac, à travailler, etc., à revoir des notions, compétences transversales, psychologie de l'enfant, toutes ces matières-là. Et dans le nouveau concours, en fait, on finit d'abord le master, on passe le concours en M2, dernière année de master, et du coup, pour notre année de stage, on a fini tout ce qui est études, on est en temps plein. Donc on est un professeur, on a un tuteur dans l'établissement, évidemment, pour nous aider, etc. Mais on est en temps plein, on a nos classes comme n'importe quel enseignant, et donc moi j'étais en 18 heures, temps plein. Et donc j'étais dans un collège, pas dire élitiste, mais international, qui s'appelle le CIV, qui fait aussi lycée et prépa à Sophia Antipolis. Donc on va avoir des enfants avec une situation sociale très élevée, des parents qui vont rouler avec des très belles voitures, qui peuvent avoir des profs particuliers, il y en a beaucoup qui en ont, des parents qui sont très derrière, qui veulent que les enfants, ils sortent du CIV, c'est pour faire une prépa. Donc on a ce genre de profils-là qui sont très 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 scolaires, très très à l'écoute, ils sont 35, on peut entendre des mouches voler sans problème. On crie jamais, et quand on leur donne un travail, après ils disent « Monsieur, vous avez autre chose ?» parce qu'ils ont déjà fini. Voilà. Donc, et ensuite, je suis arrivé donc dans le 93, parce qu'après l'année de stage, on reste dans notre académie, on nous dit « Bienvenue dans le monde merveilleux des systèmes de points, vous n'en avez pas beaucoup, donc vous allez où il y a de la place. » Et donc, on se retrouve la plupart du temps dans le 9-3. Et là, j'ai eu de la chance, je suis dans un établissement, j'ai un poste fixe. En général, on peut se retrouver remplaçant, c'est-à-dire que d'une semaine à l'autre, on peut être baladé à l'autre bout de l'académie et devoir faire 30 bornes pendant 2 semaines pour remplacer un collègue. Donc ça, c'est un peu compliqué. Donc, là-dessus, j'ai de la chance. Mais je suis dans un collège avec des enfants qui ne sont pas scolaires, qui viennent de foyers, qui peuvent avoir, qui peut-être ont 4 jogging, c'est leur garde-robe. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes situations. Il y en a qui vont avoir des passifs difficiles. Il y en a qui ont des problèmes au niveau de la famille. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes profils. Ce n'est pas du tout le même investissement dans le travail. Et souvent, même le fait qu'ils ne travaillent pas. C'est-à-dire que quand ils arrivent à la maison, l'école, ça n'existe plus. Console, copains, foot et compagnie. Parce qu'ils n'ont pas cette culture de l'apprentissage. Il va y avoir des parents aussi de cité. Donc, en fait, c'est au niveau même de la situation familiale, il ne peut pas y avoir le même suivi à la maison. Ça va être des parents qui souvent sont peut-être parfois issus de l'immigration, etc. ou qui n'ont pas pu faire de longues études. Donc même eux, ils sont là, ils ont beaucoup d'attentes envers nous parce qu'eux ne peuvent pas aider autant qu'ils le voudraient leurs enfants à partir d'un certain niveau, en fait. Comment quand tu as annoncé, parce qu'après maintenant ça se passe bien, mais quand tu as annoncé, tu pars du CIV, la Côte d'Azur, le soleil, l'école, on va dire, idéale avec les parents qui comprennent, qui suivent, qui sont derrière les élèves 35-40 dans une classe, ça bouge pas, le niveau super, et on te dit, vous partez, un département que tu ne connais pas, dans le 93, en REP, politique de la ville. Qu'est-ce que tu te dis? Ça va être la guerre ou... Première réaction, je me suis dit, je vais prendre des cours de Krav Maga, avec un peu d'humour, mais je me suis dit, ok, ça ne va pas du tout être la même chose. Et surtout, le plus stressant à ce moment-là, c'est pas je vais arriver dans un établissement REP, c'est je vais habiter où? Parce qu'en général, le temps qu'on a la réponse, on est juillet. Donc ça veut dire qu'on a 1 mois et demi, 2 mois pour trouver un logement qui n'est pas trop loin, qui ne coûte pas un rein, parce que Paris, il y a le budget quand même. Et c'est ça qui est le plus angoissant en fait. C'est cette période de vacances où on se dit ok, j'ai pas fait mes cours collège, parce que j'ai fait du lycée. Donc effectivement, je ne sais pas ce que je vais leur faire dans 1 mois et demi. J'ai pas d'appart, je ne sais pas où je vais dormir, je ne sais pas où je vais vivre. Est-ce que je vais finir à l'hôtel pendant 6 mois, le temps de trouver un truc? Donc c'est toutes ces questions-là d'organisation, de comment je vais vivre. Et là, il n'y a pas d'accompagnement de l'académie pour On a un accompagnement à partir d'octobre. Parce que voilà, on en reçoit des mails vers octobre en mode oui, un logement social s'est libéré à 15 bornes, mais il n'est pas très cher. Et la rentrée, c'est quand? La rentrée, c'est septembre. D'accord, voilà. ok. Donc c'est vraiment en mode ceux qui
sont vraiment en galère depuis 1 mois et demi et qui sont sous l'eau parce qu'ils sont à l'hôtel ou Airbnb depuis 1 mois et demi, on leur dit là il reste des logements sociaux. C'est incroyable. Pourquoi il n'y aurait pas une. Il n'y en a pas forcément 10 000 de profs dans ce cas-là, mais il y en a quand même un certain nombre. Pourquoi il n'y a pas une anticipation en disant au moment où on vous affecte un poste qui est à 900 km de là où normalement tu habites, de dire voilà, dans cette région-là, on a le rectorat pourrait fournir un support. En fait, avant, il y a plusieurs années, Décennies. même longtemps, on va dire décennies, je sais que quand on arrivait en tant qu'enseignant, chaque rectorat avait vraiment un vivier d'appartements qui était accessible et qui était réservé pour les enseignants qui allaient être mutés, qui allaient arriver. Sauf que je pense que ce vivier, je ne sais pas s'il a été dilapidé ou quoi, mais il doit être beaucoup plus restreint ou alors il y a beaucoup trop de profs. Donc du coup, ils ne peuvent pas forcément dire on a plein de logements parce qu'il y a plus de profs qui arrivent que de logements disponibles. Et puis les logements ne sont pas forcément répartis de façon homogène près des établissements où il y a du besoin. Donc on peut très bien se retrouver avec un établissement dans le 93 d'un côté, et puis c'est 20 bornes plus loin qu'il y a un logement. Sauf que faire 20 bornes, si on ne monte pas avec la voiture, moi j'ai la chance d'avoir la voiture, etc. En transport, j'ai des collègues, ils viennent de Paris, ils font 1h30 le matin, 1h30 le retour le soir. Donc ils rentrent chez eux, même en finissant pas trop tard, ils arrivent fin de soirée. Donc mine de rien, c'est quand même il y a un temps de trajet qui est important. Donc je pense aussi qu'il y a cet aspect-là qui fait qu'ils ne vont pas forcément proposer les logements dès septembre. Oui, il laisse un peu les gens se débrouiller. Alors Voilà. toi, finalement, parce qu'on t'y est retombé sur tes pattes, parce que globalement, on va dire la logistique, ça s'est bien passé, on ne va pas rentrer dans Oui, le au final, détail. j'ai eu de la chance, j'ai Voilà. réussi à trouver un appartement et je suis très bien. Et donc ton arrivée dans le premier jour, tu arrives le collège accueillant, hein, Oui. J'imagine décoré, joli, Alors tout neuf, décoré, peut-être. propre. Voilà. Comment ça se passe? Et la première journée, la première semaine, tes Oui. impressions Alors en général, la découverte? première journée, on va faire la pré-rentrée des profs. C'est début septembre, genre le 1er, 2 septembre, c'est la rentrée des élèves. Mais en général, le vendredi d'avant le week-end de la rentrée, c'est les rentrées des profs. Donc on arrive, on nous présente donc la direction, on rencontre la direction, on dit bonjour à tout le monde. Et souvent, il y a une espèce de grande réunion. On a toujours la salle, nous on appelle ça la salle polyvalente, c'est la grande salle où il y a plein de chaises. Et on aligne tout le monde pour la rentrée. Et puis du coup, il y a la chef d'établissement qui va faire bonjour tout le monde. On va faire l'appel, entre guillemets, pour du coup présenter aussi les nouveaux profs et présenter les anciens aux nouveaux. Donc il y a un grand tour de table, puisqu'on est à peu près en général une soixantaine de personnels dans l'établissement, en comptant profs, surveillants, etc. Donc on voit un peu les noms de tout le monde. Ensuite, on va avoir des moments en plus petit comité. Il va y avoir les anciens qui vont commencer à dire ok, comment est-ce qu'on s'organise. Il va y avoir une espèce des petites réunions en fonction des matières pour savoir ok, est-ce que là on va essayer de mettre en place ceci, là qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste sur le même plan, voilà, est-ce qu'on en est, histoire qu'on se remette en jambes après les vacances. Et les nouveaux, en général, vont être gardés par la direction pour avoir une présentation globale de l'établissement un peu plus approfondie. Donc c'est une journée un peu réunion, Je te assez longue. coupe, il n'y a rien en amont. Donc on t'annonce en juillet que tu vas dans cet établissement et en fait tu découvres l'établissement la veille de la rentrée, enfin à part qu'il y a le week-end. Quasiment. Après, il y a bien sûr, on est souvent contacté par l'établissement D'accord. ou par la personne qui se déplace. En général, c'est par le coordinateur de la discipline. Je suis en physique-chimie, donc c'est le coordinateur, c'est celui qui va s'occuper d'organiser la partie physique-chimie, c'est lui qui s'occupe des commandes, etc. Et du coup, j'ai été contacté avant l'entrée des profs, en amont, et il me dit voilà, est-ce que tu as des questions, est-ce que ceci. Donc en fait, c'est le coordinateur de notre discipline qui va faire ce travail en amont de la réunion. On peut parfois avoir cette discussion avec une personne de la direction, mais moi, ce qui m'est arrivé, c'est le coordinateur. Et j'ai eu la chance qu'il habite dans la même ville que moi, donc on a vraiment pu discuter. Donc j'étais déjà un peu plus serein, je pense, que d'autres qui arrivent un peu ric-rac là-dessus. Mais on a toujours un contact avant la réunion, bien sûr. D'accord. Bon, alors, donc, à nouveau, ça s'est bien intégré. Enfin, tu nous raconteras après l'équipe. Donc là, quels ont été tes premiers challenges par rapport à ton organisation de classe et par rapport à ce que tu disais, cette différence socio-économique, socio-culturelle peut-être, différenciante par rapport à ce que tu avais vécu avant. Quels ont été tes 2-3 plus gros challenges en arrivant avec tes premières classes, première, deuxième semaine? Est-ce que vous voulez une anecdote? Oui, bien sûr. Alors, je ne vais pas citer de nom ou quoi, mais en gros, on a des élèves de tout type. C'est-à-dire qu'on a même des élèves qui ont des profils Ulysse. Donc Ulysse, c'est des établissements spécialisés pour des enfants qui peuvent avoir une forme de handicap, qui fait qu'ils ne sont pas adaptés pour suivre un cours d'éducation classique. Il y a vraiment besoin d'un accompagnement très personnalisé, avec des méthodes de travail que nous, on ne peut pas mettre en place quand on a 23-30 élèves. Et du coup, j'avais un élève comme ça dans ma classe.
dans une de mes classes de 3e. Et donc, grosse difficulté, allophone, c'est-à-dire qu'il ne parlait pas français. Donc, j'avais aucun moyen, moi, de communiquer avec lui. Mais j'avais la chance qu'il n'était pas perturbateur. Il essayait de suivre, il recopiait, même s'il ne comprenait pas vraiment. Et on a eu une séance. Il y avait une odeur. On se dit non, quand même pas, on ne va pas accuser l'élève, machin. Ça se fait pas. Il a dû avoir peut-être une flatulence, on ne sait pas ce qu'il a mangé, ça va passer. Puis au bout de 20 minutes, il y a toujours cette odeur, et c'est toujours quand je passe près de sa table qu'il y a cette odeur qui reste. Je me dis non, c'est pas possible. J'entends les camarades autour qui commencent à rigoler, à pouffer. Je me dis. Après, je dis bon, ouvrez la fenêtre si vous voulez. Il y en a un qui se jette sur la fenêtre, qui l'ouvre en grand. Je me dis ok, il y a un vrai problème. À un moment, je fais bon, si vous êtes incommodé par l'odeur, vous pouvez vous déplacer. L'élève est là, tous les camarades sur les extrémités, et en fait, l'élève s'était chié dessus. Il s'était fait dessus. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisque après il a dû se lever. Sauf qu'en fait, visuellement, il était focus comme si c'était rien passé. C'est pour ça que j'avais un doute. Sauf que du coup, il est sorti de ma salle à la fin de l'heure. Il est monté en français au 2e étage. Et il a laissé des cadeaux sur le trajet. Donc tout l'établissement a su qu'il s'était fait dessus. Donc voilà, belle entrée en matière, 3e semaine de cours. Donc je me suis dit, ok, on n'est pas du tout sur le même profil. Et donc on a beaucoup de travail, pour revenir un peu sérieux, avec des profils comme ça où on va essayer de les réorienter le plus vite possible dans des établissements Ulysse, parce qu'ils n'ont pas eu de place à la rentrée. Donc du coup, il y a tout un travail avec le pôle médico-social pour essayer justement de leur trouver une place dans des établissements qui leur permettraient de ne pas perdre une année en fait, et à se sentir mauvais parce que ils n'arrivent pas à suivre, parce que ceci, parce que cela. Donc oui, quand je dis du social, là pour le coup, on a vraiment beaucoup de social. Oui, alors là tu soulèves un problème particulier qui est effectivement ce qu'on appelle l'école pour tous, Oui. qui part d'un bon sentiment, hein, parce que je pense que c'est toujours intéressant d'intégrer au maximum, aussi bien pour les personnes qu'on intègre que pour les autres élèves qui comprennent qu'il n'y a pas que, enfin, qui ne sont pas dans une bulle, ça dépend de la bulle où ils sont, mais et pour les parents qui ont quand même, je dis pas une satisfaction, mais une reconnaissance. C'est vrai que d'avoir un enfant peut-être handicapé, on est content qu'il aille au contact. Par contre, à titre personnel, j'ai déjà eu des histoires qu'on m'a racontées. Je pense qu'il y a une limite à cette école pour tous, sans paraître pour. Et encore, comme tu disais, il n'était pas perturbateur, parce que là, tu dis, il va perdre une année pour lui. Mais il peut faire perdre du temps à la classe, aux professeurs, aux enseignants, que ce soit aussi bien en école primaire qu'en secondaire. Bon, pour l'instant, tu as une jeune carrière, donc, Oui. mais c'est un sujet que je relèverai avec d'autres enseignants. Et je pense que le curseur, de ce que j'en ai entendu, de ce qu'on m'a rapporté comme histoire, le curseur est peut-être pas bien placé aujourd'hui pour l'inclusion. Alors pour tout un tas de raisons, hein, peut-être on veut en faire trop, pour dire on inclut tout le monde. Peut-être qu'on n'a pas les moyens effectivement de les orienter vers des endroits plus spécialisés. Peut-être qu'on veut faire plaisir aux parents en disant on accueille tout le monde. Voilà. Ça, c'est un autre sujet. Je ne sais pas si tu as un avis particulier là-dessus. Après, là-dessus, d'expérience, du coup, c'est en fait souvent une question de place. C'est qu'il n'y a pas assez d'établissements Ulysse, etc., qui du coup permettent en fait d'accueillir tous ces élèves qui vont avoir des difficultés dans le système classique. Et il y a aussi le fait que certains élèves ont des difficultés dans le système classique, mais n'ont pas assez de difficultés pour avoir accès à une place dans les établissements spécialisés. Donc ils se retrouvent un peu entre deux chaises, où ils vont avoir des difficultés en classe classique, parce qu'ils ont des besoins particuliers, mais ils n'ont pas ces difficultés pour avoir accès à une place qui sont très, très prisées dans les établissements, parce qu'il y a des élèves qui ont beaucoup plus de problèmes que ces élèves-là, un peu entre deux chaises. Donc voilà, il y a ça aussi. Je pense que c'est un problème de nombre d'établissements en fait, à éducation spécialisée. Oui, c'est ça. On essaie de le faire passer sur le fait on est inclusif, ça part d'une bonne intention. On a une bonne intention et on veut, mais en fait, ça cache peut-être le fait qu'il n'y a pas les moyens derrière pour accueillir les gens avec Après, la grosse problématique. Je pense que comme c'est relativement récent, les infrastructures ne sont pas encore arrivées au nombre et peut-être que d'ici 20 ans, il y aura suffisamment d'établissements et l'école pour tous aura beaucoup plus de sens. D'ici 20 ans. Juste une question là sur ces apprenants, on va dire particuliers. Est-ce qu'il y a comme en primaire des AESH qui sont... Enfin, est-ce que toi, tu as dans ta classe des adultes en plus qui suivent certains étudiants, d'accord? Oui, il y a un vrai travail de transition entre le primaire et le collège. J'ai pu vraiment le découvrir durant les années justement là où je suis dans le 9-3, parce que en fait on a un vrai suivi, c'est-à-dire qu'on a des réunions en professeurs quand on a des classes de 6e où on a vraiment des retours très détaillés sur chaque élève qui viennent déposer des instituteurs du primaire.
Donc ça nous permet vraiment d'avoir une transition. On sait déjà quand un élève arrive, potentiellement, on sait déjà qu'il y avait des problèmes peut-être de compréhension, des très bonnes capacités motrices, ou alors il y avait déjà un PAP. Est-ce qu'il y avait des papiers qui étaient déjà en cours pour une aide ou une ESH, etc. Là, par exemple, typiquement demain, j'ai une réunion où on va renouveler un GVASCO. En fait, c'est la partie d'un papier qui permet à un enfant d'avoir une aide globalisée dans tous les aspects de sa vie. Donc à l'école, d'avoir peut-être une personne qui l'aide, une AESH justement, qu'on appelle maintenant AED, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont changé un peu la terminaison. Mais donc, ils l'ont changé au secondaire ou ils l'ont changé de partout? Je crois que c'est partout, mais j'ai un doute. D'accord. Donc je ne vais pas m'étaler dessus. Mais voilà, c'est pour un élève qui justement, on va renouveler le papier pour cette année pour qu'il puisse continuer à avoir cette aide personnalisée. Il a des aides extérieures aussi, je pense. Hein. La famille touche aussi des aides. Alors peut-être pas forcément toucher des aides, mais peut-être avoir accès à des instances, etc. Peut-être un meilleur suivi psychologique, etc. Enfin, je n'ai pas les détails pour le côté extérieur. Moi, j'ai que le côté établissement. Mais oui. Puis il y a des enfants, par exemple, c'est pour pouvoir utiliser le numérique. Ceux qui ont une dyspraxie, par exemple, qui ont du mal à écrire, ils peuvent avoir droit à utiliser un ordinateur, par exemple. En cours? En cours, c'est ça, donc numériser les cours, etc. Et donc, ils vont avoir des cours d'ergothérapeute. En gros, c'est une personne qui va lui apprendre à utiliser l'outil très, très bien. Comme ça, du coup, il ne prend pas de retard en mode je n'utilise pas souvent un ordinateur, donc j'écris moins vite sur l'ordi. Là, à la fin des cours d'ergothérapie, ils sont aussi efficaces avec un ordinateur qu'un élève avec un cahier. Mais ils n'ont pas eu déjà ces cours d'ergothérapie en primaire, justement? Ça dépend en fait quand a été démarrée la démarche pour lui permettre d'avoir cet outil-là. Ok. Bon, bah écoute, là on a bien avancé. Donc là, moi j'avais des questions sur ton adaptation spécifique en REP, mais tu nous en as déjà parlé. Je voulais voir un petit peu, toi, on en a déjà parlé avant en caméra, de ta gestion de la classe et puis ton approche innovante aussi. Tu m'avais parlé d'un espèce de gaming pour avoir la paix. Donc voilà, quelles sont les méthodes, entre guillemets, qu'on n'apprend pas forcément à l'école, ouais. Enfin en tout cas dans le cursus pour être enseignant, que toi, même en étant jeune professeur, tu as déjà commencé à mettre en place pour soit dynamiser ta classe, soit pour capter l'attention, soit pour obtenir le calme. Après, c'était une question justement, l'attention. C'est une question qui m'avait déjà intrigué puisque quand on fait le master, on doit faire un mémoire. Et je l'avais fait justement sur l'usage du langage non verbal et paraverbal, c'est-à-dire l'intonation de voix, comment on s'en sert, et les postures du corps, pour justement capter l'attention sans avoir besoin de crier, hurler, parce que on a tous des souvenirs de professeurs qui, dès qu'il y a le moindre bruit, il va tout de suite monter très fort, hurler, engueuler les élèves très très fort, alors qu'il y a plein de subtilités qui permettent de récupérer l'attention sans se fatiguer autant, parce que ça prend énormément d'énergie. On voit dans la journée entre 50 et 150 enfants par paquet de 20 à 30, et ça pompe une énergie folle en fait. Donc du coup, si à chaque fois on doit donner une énergie à crier, etc., une séance peut nous lessiver en un coup. En 1 heure, on peut être capoute pour le reste de la journée et du coup, on va moins bien travailler, on va oublier, on va pas être perturbant. Parce que il faut qu'on arrive à conserver notre énergie tout en gardant un contrôle, réussir à placer un climat qui permet justement d'éviter les débordements où nous, on va dépenser toute notre énergie pour rattraper les élèves. Et en fait, du coup, j'ai réfléchi notamment sur le fait que les jeux vidéo, c'est un domaine où les enfants, contrairement à l'école, quand ils se trompent, ils réessaient. Parce que, j'ai pas réussi ce niveau, je vais réessayer, je vais réessayer. Ils peuvent passer 1 heure à se planter, à avoir l'écran game over, sous-entendu, t'es mauvais, et ils réessayent. Encore. Et après, ils réussissent, et puis ils sont trop contents, et le lendemain, ils reviennent dessus. Pourquoi on ne fait pas ça avec l'école? Pourquoi en cours, quand ils n'y arrivent pas une fois, ils n'y arrivent pas, et ils abandonnent? Et du coup, c'est cette question que je me suis posée. Je me suis dit, il faut que j'arrive à récupérer certains codes qu'on peut avoir dans les jeux vidéo qui poussent la personne à réessayer, retenter, etc. et essayer de les adapter à l'école. Et le point que j'avais remarqué, c'est que l'école, en général, on s'attend à ce que l'élève soit correct, discipliné, il écoute. Et il n'est pas récompensé pour cette posture-là, qui n'est pas forcément la posture d'un enfant, parce qu'un enfant, ça a des idées, ça bouge, ça court, ça a plein d'énergie, c'est en transformation complète dans la tête et dans le corps. Et on leur demande de rester comme ça. Un adulte, il sait, il est plus calme, il y a moins de transformation, et surtout, il a appris. Mais un enfant, c'est comme essayer de mettre une pile électrique et de la brancher et de lui dire on n'allume pas la lampe. C'est impossible. Donc, je me suis dit, au lieu de juste les punir quand ils font ce qu'il ne faut pas, mais de ne pas les récompenser quand ils font ce qu'il faut, on va inverser la tendance. On va les punir quand ils font des bêtises, mais surtout récompenser et en faire un objectif.
la posture, l'écoute, ce genre de choses. Et donc j'ai pris des jeux tout simples comme par exemple le roi du silence. Ce que je fais, c'est qu'au début du cours, je vais mettre un chronomètre et je leur dis, je couperai le chronomètre au premier bavardage. C'est-à-dire quand 2 personnes vont commencer à bavarder, peu importe qui dans la classe, il suffit d'un bavardage pour stopper le chrono de toute la classe. Si une personne n'a pas la parole. Et donc l'idée, c'est d'avoir une écoute pour que l'espace sonore de la classe ne soit occupé que par des notions de cours, c'est-à-dire moi qui explique quelque chose, les élèves répondant à des questions, posant des questions, parce que ce sera beaucoup plus facile d'un point de vue cognitif pour les enfants qui peut-être vont décrocher, puisqu'ils n'ont pas 1 heure de concentration, ce qui est totalement normal, mais pouvoir raccrocher au cours plus facilement. Parce que justement, le cours n'est pas noyé dans des paroles, des bavardages, toute cette espèce de bruit ambiant qui va du coup limiter la capacité à se reconnecter au savoir. Et donc du coup, le temps du chrono s'accumule, un bavardage, je fais pause. Ce temps-là, je vais le transformer en points qui vont s'accumuler comme un score dans un jeu. Et plus le score augmente, plus ils vont monter des paliers, comme on montrait un niveau sur un personnage. Et en fait, au début, ils vont avoir un 20 sur 20, toute la classe, mais avec un tout petit coefficient, donc ça a peu de poids dans la moyenne. Et au fur et à mesure des paliers, le coefficient augmente. Et s'ils arrivent à faire toute l'heure, ils ont une bonification sur les points. On multiplie le total de points. Donc il y a un vrai objectif ludique, il y a un vrai objectif au niveau du résultat, parce qu'eux, ils tiennent à la note, mine de rien. C'est ça que j'ai l'avantage dans l'établissement, c'est qu'ils tiennent quand même à la note. Et du coup, j'arrive à avoir des classes REP politique de la ville. J'entends des mouches voler pendant 35 minutes. C'est génial. C'est merveilleux. C'est une méthode à récupérer. Et en plus, en fait, tu arrives à noter l'attitude en classe de façon interactive parce que c'est eux-mêmes qui s'attribuent la note. C'est ça. Et en fait, collectivement. C'est ça. Et surtout, ça me permet, au lieu de rentrer en conflit dès qu'il y a un bavardage, je transforme le bavardage en ennemi. C'est pas moi qui les engueule parce qu'ils bavardent. Il y en a un qui bavarde et c'est toute la classe qui fait Ah. Ouais, et du coup, et donc, la classe est avec le jeu. Ouais. Elle est avec moi. Et donc, c'est pas moi qui vais aller me confronter au bavardage. J'ai changé le point de vue du bavardage pour la classe. Ça marche énormément sur les 6e et les 5e, un petit peu moins sur les 3e, parce qu'ils ont déjà un passif avec l'école, etc. Machin. Mais n'empêche, il y a des classes, pendant plusieurs semaines, on avance super bien et je ne vois pas de différence au niveau de l'ambiance de classe avec les élèves que j'avais du CIV. C'est incroyable. Au niveau de l'ambiance, oui. C'est un grand écart au niveau de l'attitude. Et comme quoi, il ne faut pas grand-chose. Hein. Souvent, on dit, on stigmatise certains quartiers, certaines populations, certains, voilà. Alors qu'en fait, moi, je prends souvent ce vieux film, mais Le Cercle des Poètes Disparus. Il est merveilleux ce film. On en a parlé. Moi, il y a des scènes qui me donnent encore les frissons aujourd'hui, alors que le film a je ne sais pas combien d'années. C'est vraiment. Alors, c'est vrai que ça demande de l'énergie. Hein. Les enseignants, il y a de tout. Il y a des gens qui sont passionnés, il y a des gens qui sont fatigués au bout d'un moment parce que. L'ambiance, la classe, l'extérieur, hein, parce que tu arrives toi pour enseigner, mais tu as ton passif de journée ou de week-end ou de vie. Oui. Alors toi, tu es jeune, peut-être pas encore des enfants, une charge mentale familiale, mais le professeur, il a tout ça, il vient avec. Et on ne peut pas toutes les poser à la sortie de la classe. Et il faut arriver à enrôler cette classe. Mais on voit qu'avec les bonnes méthodes, moi je dis toujours, le professeur, il y en a beaucoup qui vous racontera que des fois, ils ont une illumination par un professeur qui avait un enthousiasme, une méthode de travail. Et voilà, ça j'y crois. Et après, je mets ça en place. Et puis au niveau des exercices, parce que j'ai des élèves qui ne sont pas scolaires. C'est-à-dire que déjà le fait d'être en silence, moi je leur ai dit, moi je vais vous récompenser parce que vous avez une posture qui me plaît et qui nous permet de travailler ensemble. Et surtout, ça va permettre de voir ce que ça donne en fait. Et peut-être qu'après, la dynamique, elle va se faire naturellement. Et ça se voit avec certaines classes, ça marche plutôt bien, d'autres un peu moins. Mais surtout, du coup, après, j'ai mis aussi en place des systèmes de quêtes. Un peu comme dans un jeu vidéo, il y a une quête, il faut faire ça. Et du coup, ça donne des points bonus. C'est-à-dire, s'ils ne le font pas, pas grave. S'ils se plantent, ils peuvent réessayer. Mais surtout, s'ils y arrivent, parfois, il y a des bons coefficients et il y en a qui sont plus simples. Faire une fiche de cours. Simple. Il y en a, ça va être faire une certaine quantité d'exercices qui sont proposés. Certaines, c'est faire un exposé. Et maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé des quêtes. Ce sont des challenges. Ils n'ont pas le droit de me demander d'aide préliminaire, à part pour les exposés, pour avoir des retours, tout ça. Mais je leur demande, par exemple, un exposé sur un chapitre qu'on n'a pas encore vu. Donc, ça veut dire que c'est 100% de l'investissement personnel. C'est à eux d'aller chercher, etc. Parce qu'on n'a pas le cours. Et c'est assez impressionnant de voir que certains, souvent ça va être les plus studieux, vont vraiment prendre la chose en main
et vont se donner à fond dedans et ils vont y prendre du plaisir. Et ça fait un côté un peu différenciation parce que ceux qui ont des difficultés ne vont pas se retrouver à galérer à faire des trucs qu'on n'a pas vus. Par contre, ceux qui sont à l'aise avec le cours, ils ont un challenge. Ils ont un truc qui, le cours il n'est pas ennuyeux, on peut aller plus loin. Et là-dessus, je trouve que ça marche bien. Après, il faut encore que je l'améliore parce que je pense que je peux embarquer plus d'élèves. Là, j'ai vraiment juste les 2-3 élèves qui sont toujours très studieux, peu importe où on est. Un petit peu les mêmes. Et j'aimerais en avoir un peu plus pour les embarquer là-dedans, ne serait-ce que pour celles qui sont accessibles. Est-ce que, donc ça c'est tes expériences, est-ce que tu as tes confrères qui travaillent ont aussi des méthodes comme ça? Est-ce que dans leurs cours ils appliquent ce genre de, peut-être pas de la gamification, mais des choses atypiques qui ne seraient pas dans les bouquins de l'éducation nationale pour arriver à embarquer? Ils ont chacun leur technique? J'ai par exemple un collègue d'anglais avec qui je m'entends très bien. Il a mis en place un système d'îlots. Il les fait travailler en îlots. Et il y a des rôles qui sont distribués. Après, c'est une technique qui est grosso modo, on nous en parle aussi pendant notre formation de prof. Mais l'idée, c'est que la table doit être responsable. Voilà, au niveau de sa participation, il y en a un qui va noter dans la table, ok, on a participé tant. Là, on a bavardé, on n'a pas travaillé, et donc qui compte les points positifs et négatifs. Et lui, après, du coup, derrière, il a une très bonne mémoire là-dessus, donc il s'appuie là-dessus. Il regarde les retours des élèves sur les petites tablettes à stabilo, et il vérifie s'ils ont bien fait le travail. S'ils ont bien fait le travail, tant mieux. Par contre, si ils se sont bonifiés un peu trop alors qu'ils n'ont pas beaucoup participé, là, ça leur tombe dessus. Et du coup, il a un système de points. Il a calculé qu'on peut gagner maximum peut-être 3 points par séance. Il y a tant de séances dans l'année, donc le maximum, c'est 70 points, par exemple. Et donc, du coup, lui, pareil, pour noter l'investissement à l'oral, parce que c'est une langue étrangère, il a ce système-là, et du coup, qui permet d'être assez précis. Si on fait une bêtise, on perd des points. Si on participe, on en gagne. Mais participer, ça peut juste être lever la main, dire chaussette, on a participé à l'oral. Ouais. Donc c'est vraiment ce côté où pousser à essayer, parce qu'ils ont trop peur de l'échec encore. Et ça marche plutôt bien, parce que ça fait qu'il y a des élèves qui sont très bons, mais qui participent jamais à l'oral. Et donc du coup, ils se disent, je n'ai pas une super moyenne. Tu sais ce qu'il faut bosser. Et du coup, ça va les pousser. Et quand il a des problèmes, au lieu d'engueuler l'élève, il va rentrer dans son espace. Il va venir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, cette posture qui est étrange, parce que pour l'élève, il fait une bêtise, il s'attend à ce qu'on l'engueule. Et là, on a une posture où l'autre, il fait « Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a ?» avec un côté un peu théâtral. Et là, il ne sait plus où se mettre l'élève et au final, on n'a pas besoin de crier parce que ça met un petit côté amusant parfois par rapport aux camarades, tout ça. Et donc, du coup, sans crier, en s'amusant, parce qu'on joue un rôle aussi en faisant ça, on arrive à garder la classe, on ne s'est pas fatigué, on s'est amusé et à la fin, les élèves, quand ils sortent, ils font « Il est trop bien le prof, on a rigolé toute la séance. » Et ils ont travaillé. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Le côté, je ne sais pas comment dire, en dehors du côté académique, tout ce qui va à côté, c'est comme ça qu'on entraîne une classe, d'après moi, en plus de la matière qui peut être plus ou moins intéressante. Mais voilà. Bon, écoutez, là, on en a fait pas mal de choses. Donc là, donc on parlait aussi de l'ambiance de travail. Donc on a un petit peu abordé avec tes collègues. Est-ce que, au côté parents, relation professeur-parent, est-ce qu'il y a pareil, une différence avec ce que tu as connu? Est-ce qu'il y a un engagement des parents? Est-ce que tu vois des parents qui n'y arrivent pas mais qui essayent? Est-ce qu'il y a des parents qui abandonnent? Quel est ton ressenti par rapport aux parents et dans cette situation aujourd'hui où tu es dans le 9-3, éventuellement en comparaison avec le CIV de Sophia Antipolis? Alors on a vraiment une grande différence, et là aussi c'est le grand écart. Parce qu'au CIV, on allait avoir des parents qui étaient très avec nous, qui étaient très d'accord, etc., au niveau de l'exigence, etc., mais du coup qui, dans ce sens-là, allaient plus loin et pouvaient s'octroyer le droit, par exemple, de critiquer ou de faire des remarques et mais mon fils ne mérite pas d'être puni, mon fils est parfait, machin, tout ça. Donc ils pouvaient du coup revenir et critiquer notre façon de faire. Parce qu'ils considéraient qu'ils savaient mieux que nous, parce que leur enfant il est merveilleux, qu'il est au CIV et qu'il ne peut qu'avoir 18. Et donc s'il n'a pas 18, c'est un scandale. Donc on avait ce genre de parents aussi. Je vois bien. On n'a pas ce genre de parents dans le 9-3, par contre on a toute une flopée. On va avoir des parents qui ont des situations professionnelles qui ont des horaires complexes, donc du coup quand l'enfant rentre à la maison il est tout seul jusqu'à tard, donc du coup il est un peu livré à lui-même, parfois il y en a ils vont devoir s'occuper de leurs petits frères, petites sœurs, donc ils ont une responsabilité à la maison qui fait qu'ils n'ont pas le temps en fait de travailler, parfois ils peuvent être 3 dans la même chambre, donc il n'y a pas d'espace serein pour travailler, donc au niveau des devoirs il y a ça. Des parents qui considèrent que les problèmes de l'école, ça se passe à l'école, ça ne me concerne pas. Donc du coup, aucun support. On va avoir des parents qui ne vont pas comprendre que leur enfant se fait punir
alors que ça peut être un petit diable à l'école, mais à la maison, on se passe bien. Donc en fait, le parent, il va surtout donner de l'importance à la parole de l'enfant et il va être un peu en opposition avec les profs. Donc c'est aussi à nous d'être pédagogues avec les parents aussi, pour expliquer. On a beaucoup de parents qui sont allophones, donc on a besoin de traducteurs. On a la chance d'avoir un organisme qui peut nous allouer des traducteurs pour un rendez-vous, tout ça. Mais parfois c'est compliqué, parce que le seul traducteur disponible c'est l'enfant, et il va filouter. Il va reformuler, tout ça, donc il y a certains rendez-vous qui peuvent être un peu frustrants sur ce point-là. Et au contraire, on a des parents qui sont très avec nous, qui croient fermement dans l'école comme ascenseur social, parce que eux se tuent à la tâche pour que leurs enfants justement fassent autre chose que ce qu'ils font eux. Et donc du coup, on a des enfants, quand nous on va monter l'exigence, ils vont dire c'est bien, continuez comme ça m'étonne que d'autres profs le fassent pas, il faudrait plus. Et pour revenir sur le côté social, ils ont un potentiel exceptionnel, les enfants, même s'ils viennent de REP, etc. Le collègue d'anglais dont je parlais, il a monté un projet de classe anglais. Donc c'est dans le but de faire peut-être une section européenne dans l'établissement d'ici quelques années. Mais du coup, ils sont très exigeants. C'est du coup enseignement anglais avec la physique, avec la SVT, avec la technologie, avec le sport. Donc ces matières-là en anglais. Donc ces matières-là avec le prof d'anglais qui vient et du coup avec des termes anglais, donc vraiment du co-enseignement. Ouais, c'est du niveau ça. Et c'est très exigeant, ils ont beaucoup plus de travail. Et c'est la meilleure classe de l'établissement. C'est les 4e, ils travaillent bien, ils travaillent beaucoup, ils ont un niveau d'anglais exceptionnel. Personnellement, j'ai jamais vu ça, même moi ils sont très très bons. Donc en fait, on peut faire des classes avec un niveau élite dans un établissement REP prévention violence. Parce que les enfants, ils ont le même cerveau que les enfants du CIV. Ouais, il faut juste le formater, façon de parler. Il faut juste le rediriger vers les bonnes méthodes, et de l'exigence le focus. Et une équipe qui travaille ensemble, on peut faire des choses exceptionnelles. Et je pense que les enfants ont besoin de cette, tu sais, on le dit souvent, quand tu éduques un enfant, ils ont besoin d'être guidés, d'être cadrés, qu'on soit exigeant avec eux, mais en même temps, il faut avoir la reconnaissance derrière de leur travail, parce que c'est ça qui est. Je pense qu'ils sont en demande, comme tu dis, mais je ne pense pas qu'il y a des enfants qui soient sots d'origine. C'est juste qu'effectivement, le contexte, il fait beaucoup. Quand on rentre à la maison, on doit s'occuper des autres, il n'y a pas les moyens, il y a la télé fort, il n'y a pas une chambre pour s'exercer, il n'y a pas les livres, il n'y a pas forcément le soutien des parents pour l'anglais, parce que les parents ne parlent pas anglais, pour les maths, parce que à passer un certain niveau, ça peut être compliqué, pour la physique, voilà. Et donc ça manque. Par rapport à effectivement des CSP+, où les parents peuvent parler anglais dans leur bureau, de leur travail, ont été en maths jusqu'à un certain niveau, ont une chambre à part. Tout ça cumulé fait qu'on part avec j'aime pas dire handicap, mais enfin avec un petit fardeau sur le dos. C'est ça. Mais avec une équipe dynamique d'enseignants, ça pompe de l'énergie, des méthodes originales et un enrôlement, de groupe et des récompenses derrière, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Oui. Après, il y a mine de rien, dans l'éducation nationale, on dit souvent qu'on a peu de budget, tout ça. Mais il y a une partie du budget, en fait, on y a accès, c'est juste qu'on n'y pense pas. C'est par exemple le Pass Culture. Le Pass Culture offre, à travers une plateforme qui s'appelle Adage, des budgets à chaque établissement, en fonction du nombre d'élèves. Et quand on est REP, politique de la vie de salle, on a des budgets en plus, on a plus de budget par élève. Et du coup, par exemple, on a plein de projets dans l'établissement. On a des collègues très dynamiques, puisqu'on a une équipe relativement jeune, et du coup, qui arrivent à travailler avec ces budgets, ces nouvelles plateformes, etc. Et en fait, nos élèves passent leur temps en sortie sur Paris, Il y a un week-end de ski qui est organisé pour les 5e, qui va arriver en mars, je ne sais plus. Donc vraiment, il y a des possibilités pour ces élèves qui sont super sympas. Parce qu'en fait, on peut aller chercher ces budgets. Mais ce qui je trouve embêtant, c'est qu'on n'a pas assez de temps, je pense, dans notre formation en master pour avoir cet apprentissage de l'administratif du « OK, vous voulez monter un projet, il y a des budgets là, comment est-ce qu'on les obtient ?» Et en fait, on n'a pas assez de cours sur ça pour nous expliquer comment est-ce qu'on peut accéder aux outils, aux budgets pour monter des projets, pour demander un financement parce qu'on a besoin d'acheter tel matériel, pour comment est-ce qu'on va faire pour monter ceci, cela. Donc ça, je pense que ça manque dans la formation de professeurs et peut-être des cours de théâtre aussi, pour justement apprendre aux futurs enseignants à utiliser leur corps comme un véritable outil de travail, parce que ça fait la différence. Parfois, il suffit juste de se rapprocher de l'élève tout en parlant doucement, avec un ton ferme, et on ne va pas gueuler, on ne va pas crier, pardon. Et en fait, l'enfant va se rendre compte qu'il y a un problème et naturellement, il va... Parce qu'il ne se sent plus en sécurité, on est rentré dans sa bulle, il sent qu'il va clairement lui arriver une broutille. Donc, on a besoin de crier derrière notre bureau. On peut faire
beaucoup plus efficace et beaucoup moins fatigant. Les classes que tu as aujourd'hui, c'est des classes de... Parce qu'il y a plusieurs classes, combien tu as de classes aujourd'hui? Donc en tant que professeur de physique-chimie, on les a à peu près 1h30 par semaine. Donc ça fait 9 classes. Et j'ai des classes de 6e, 5e et 3e. D'accord. Et tu n'as aucun problème, on va dire, depuis... Alors, ça fait quoi? C'est la deuxième année que Oui, tu... Voilà, donc. deuxième année. Et est-ce que tu as eu des problèmes déjà de violence dans la classe, soit avec toi, soit avec entre élèves? Alors de Que violence, tu as dû, quelqu'un il peut qui y avoir se des lève jeux et qui stupides. veut... Moi, j'ai frapper pas l'autre. de problème de gestion de classe là-dessus, puisque j'ai l'avantage d'être grand, d'avoir fait du théâtre. Donc là-dessus, j'arrive à avoir une posture qui ne va pas laisser l'espace à on peut marcher sur le prof. Donc ça, c'est l'avantage. Le fait d'avoir mis en place des jeux, etc. Parce qu'en fait, ce sont les règles de ces jeux-là qui vont les pousser à aller dans le sens du jeu et pas dans le sens du je vais essayer de retourner à la classe. La réputation. Le fait d'avoir été là déjà l'année dernière, les élèves, ils te connaissent de on dit. Oui, oui. Donc et puis on a des élèves aussi des années d'avant. Donc ça cadre énormément l'ambiance de groupe. Et le fait d'avoir une grosse voix et pas de crier tout le temps aussi, quand on lève le ton, ça fait plus d'effet, parce que c'est pas une habitude. Et une fois, il m'est arrivé par exemple de devoir séparer une bagarre, parce qu'il y a des élèves qui ont commencé à insulter les parents, tout ça, machin, et qui sont montés la tête. Dans la classe ou à l'extérieur? Ils ont commencé en fin d'heure de classe. Ils ont commencé à se monter la tête, je leur ai dit, vous n'allez pas vous démarrer, vous n'allez pas commencer à vous battre ou quoi. Il y en a un qui est sorti, et l'autre en fait, il avait la démarche du, je sors mais je ne vais pas écouter le prof, je vais aller me prendre la tête. Et donc du coup, j'ai dû aller l'attraper pour éviter qu'il aille au contact. Je l'ai amené à la vie scolaire, on lui a donné du sucre, histoire qu'il descende un peu en pression, parce qu'avec les nerfs, en général, c'est pas évident de se calmer. Et après, ils ont pu continuer la journée. Et il y a des moments comme ça arrive, bien sûr. Bon, après, ça arrive un peu de partout. En fait. Même avec les adultes. Hein. Bien sûr. Des fois, dans des après, équipes... heureusement qu'en tant que prof, on ne fait pas ça. Oui, non, mais on n'est pas dans la caricature des films où il faut faire la police du matin au soir. Hein, après, ce que ça dépend. Après, c'est pourquoi aussi on a cette possibilité-là, c'est parce qu'on a la vie scolaire. La vie scolaire, on l'oublie trop souvent, mais c'est le pilier de l'établissement. D'accord. Parce qu'ils sont H24 avec les élèves. Donc, dès qu'il y a un problème avec un élève, ils sont au courant avant Internet. Pour le coup, vraiment, ils passent leur temps avec. Quand les enfants ils vont pas bien, etc., ils ne sont pas en cours, ils ne sont pas avec un prof. Le seul adulte qu'ils vont voir, c'est un surveillant. Et donc, l'équipe des surveillants a une quantité d'informations, ils connaissent les élèves personnellement, parce que ils vont se confier peut-être, ils vont expliquer comment ça se passe à la maison, tout ça. Et donc, du coup, en tant que prof, parfois, moi je sais qu'il y a un élève, je vois qu'il y a un truc qui ne va pas, avant de peut-être démarrer, dire je vais appeler les parents, je vais voir la vie scolaire. Et parfois, j'apprends que, ok, il lui est arrivé une grosse broutille familiale, c'est pour ça qu'il n'est pas bien du tout et qu'il s'est énervé aujourd'hui, il a failli taper un élève. Ok, ça se justifie, c'est humain. Il se sent vraiment pas bien, tout ça, il a une montée de colère, ok. On ne va pas traiter ça pareil du tout qu'un enfant qui n'a pas de problème à la maison et qui s'amuse juste à embêter les autres et à les taper. Donc vraiment, ça nous permet d'avoir tout cet aspect social. Si on a besoin de quelque chose, on peut aller voir les surveillants, ils vont aller chercher un élève, ils vont passer un papier, etc. S'il y a un élève il commence à faire n'importe quoi, on doit l'exclure. Si les surveillants ne sont pas au taquet derrière pour les récupérer, peut-être leur passer un savon parce qu'ils les connaissent et s'en occuper. Et les établissements, les surveillants, l'équipe, je ne vais pas dire incompétents, mais ils ne prennent pas au sérieux leur boulot, ils vont aller jouer au baby-foot, ils vont faire autre chose. Il y a des établissements où c'est compliqué. Et du coup, en tant que prof, on va virer un élève, il va nous revenir. On fait quoi? Notre autorité, elle ressemble à quoi à ce moment-là? On a viré un élève parce que ça ne va pas, c'est l'excès absolu, et puis il revient comme une fleur. Ah, on ne peut pas le garder. Donc tu dis, la vie scolaire est un pilier. Alors justement, on peut voir rapidement les différents piliers. Donc il y a le corps enseignant, professeur, éventuellement les aides autour qui accompagnent certains élèves en difficulté, la vie scolaire, donc ce que tu me dis qui est essentiellement le côté surveillant en cours et surveillant, relationnel, et en fait tout ça, on va toujours passer par eux. Il y a un élève, s'il doit sortir de l'espace salle de classe, peu importe la raison, on a besoin de la vie scolaire, parce que nous on ne peut pas sortir de la salle de classe. Donc le fait d'avoir cette vie scolaire, ça nous donne une légitimité quand on les punit, parce que du coup ils savent que la punition elle va tomber, parce que les heures d'école, on ne peut pas forcément les surveiller toujours nous, on a besoin des surveillants. Quand on a besoin d'informations, il y a besoin d'aller chercher un élève dans la cour pour x ou y raison, c'est les surveillants. Quand il y a une bagarre dans la cour, c'est les surveillants, c'est les CPE, c'est tout ça. Donc en fait s'ils ne sont pas là, la cour c'est une jungle, les élèves qui se battent dans les couloirs, on n'y peut rien. Je vais à l'infirmerie et puis en fait il met 45 minutes parce qu'il traîne. Donc en fait on a besoin de cette vie scolaire, on a besoin qu'elle soit performante
pour, en tant que prof, pouvoir travailler et avoir confiance dans le fait que quand l'élève il sait qu'il est puni et ça va l'embêter pour de vrai. Il ne va pas pouvoir magouiller dès qu'il va sortir de la salle de classe. D'accord. Donc, mine de rien, au niveau autorité, entre guillemets, en tant que prof, on est très limité d'un point de vue spatial. Et donc, on a besoin de ça. Après, il y a le pôle médico-social. Dès qu'on apprend, on découvre qu'il y a un problème familial ou quoi, on a une personne compétente pour ça. On a l'assistante sociale qui va mettre en lien les familles, qui va s'occuper de récupérer les retours élèves, les rendez-vous famille, pour du coup permettre de faire les démarches pour aider la famille, pour aller mieux, que ce soit monter un dossier, monter ceci, demander des aides parce qu'il y a des problèmes à la maison. Le fait d'avoir des infirmières, on a la chance, parce que pas de établissements ont ça, d'avoir des infirmières à la semaine, c'est-à-dire qu'elles sont 2 et elles se partagent la semaine. Donc il y a toujours une infirmière tous les jours dans l'établissement. Il y a des établissements, ils ont l'infirmière 2 jours dans la semaine. C'est-à-dire que l'élève, il vomit en classe, il ne peut rien faire. Parce que personne de compétent d'un point de vue médical qui peut s'occuper, gérer, peut-être que c'est juste, il lui faut un médicament, du repos. Non, là on va être obligé de le renvoyer chez lui, peut-être qu'il n'y a personne pour le récupérer, tout ça. Donc, il y a beaucoup d'établissements malheureusement à cause des manques d'effectifs de tous ces pôles médico-social, biscolaires, qui fait qu'en fait ça va mal fonctionner. D'accord. Et donc vous, dans ton établissement, toi ça fonctionne bien parce que déjà il a une certaine taille Ouais. qui permet d'avoir une infirmière à temps plein. Et puis il y a les budgets en plus parce qu'il est classé dans RED+, et ce genre de choses. Et après il y a la direction aussi qui est mine de rien importante puisque c'est elle qui va organiser les grands événements, si on fait des brevets blancs, s'il y a un projet établissement, etc. machin. S'il y a des problèmes, parce que les sanctions, c'est-à-dire les grosses punitions qu'on va mettre comme faire un conseil de discipline en cas de faute grave de la part d'un élève, c'est la direction qui doit prendre ces décisions. Et le problème, c'est que la direction est notée par rapport au nombre de conseils de discipline qu'ils font notamment. Ah. Donc s'il y a beaucoup de conseils de discipline, ils vont se dire l'établissement, il y a des problèmes, vous le gérez mal. Et ça veut justement dire qu'on gère l'établissement s'il y a des conseils de discipline. Mais comme c'est vu à l'envers, il y a des chefs d'établissement pour avoir des bonnes notes et du coup obtenir leur promotion ou que sais-je. Ils sont plus Ils laxistes. vont faire non, une menace au couteau, non mais c'est pas grave, il s'est rien passé de grave. Et pas de conseil de discipline. Alors que dans d'autres établissements, on insulte un prof, la semaine d'après, conseil de discipline, et ça met tout de suite la couleur. Oui, d'accord. Donc, voilà. c'est ça. Il y a des métriques qui sont prises à l'envers. Ça, c'est Exactement. souvent comme ça. Bon, j'ai pas d'exemple en tête, mais j'en connais d'autres dans d'autres domaines hein, où effectivement le fait d'être surveillé ou d'avoir des métriques cache et à l'effet inverse de ce qu'il devrait avoir. Parce que en fonction de les objectifs personnels, professionnels, on se retrouve à devoir faire l'inverse de ce que professionnellement on devrait faire si on faisait bien notre travail. Oui, je prends un exemple qui n'est pas exactement ça, mais tous les ministères aujourd'hui, enfin à chaque fois, un nouveau ministre a besoin de toujours plus de budget. Alors, il demande toujours plus de budget pour son ministère. Oui. Tout simplement parce que plus on a de budget, plus on a de monde, plus on est gros, plus on est important. Non, il peut y avoir aussi la vision inverse qui dit avec la même somme ou avec un peu moins, j'arrive à faire aussi bien et parce que j'ai optimisé mes processus, parce que les gens sont concentrés sur leur métier, sont moins absents. Et voilà, et des fois, on a le mauvais réflexe sur, bon là c'est un exemple sur les budgets, mais ça peut être sur autre chose. Après, on a un autre exemple là-dessus, c'est par exemple une vision, par exemple le fait de rester au-delà de ses heures de travail. En France, on considère que c'est parce que tu veux bien travailler. Dans des pays comme les pays asiatiques qui sont très carrés, si tu restes au-delà de tes horaires de travail, c'est que tu es un flemmard, puisque du coup tu mets plus de temps que ce qu'il te faudrait pour faire le même travail. Donc on va te considérer comme incompétent parce que tu restes. Alors qu'en France, au contraire, on va dire il s'investit, il fait plus. Donc c'est vraiment, il y a deux visions qui peuvent se faire là-dessus. Oui, d'accord. Si ça ne te dérange pas, on en a parlé avant, on peut parler un petit peu de la rémunération, parce qu'on parle souvent de rémunération des profs. Alors des enseignants dans le primaire, ça c'est une autre chose. J'interrogerai quelqu'un qui est dans le primaire. Là, on va se concentrer sur la partie professeur. Donc nous expliquer un petit peu toi, en début de carrière, le salaire de base, quel est l'objectif que tu peux avoir en fin de carrière. On ne sait pas encore, là, ta fin de carrière, elle est encore loin. Si on doit travailler peut-être encore 40 ans. Non, tu rigoles, on va sécher, hein, le temps qu'ils fassent les mises à jour, je pense qu'on sera sec et enterré avant d'atteindre la retraite peut-être, hein, on ne sait pas. Ça je ne sais pas. Rapproche-toi un peu. Pardon. En tout cas, voilà, aujourd'hui, le mode de rémunération, toi aujourd'hui, comment tu arrives à t'en sortir, combien tu gagnais en étant à Sophia Antipolis, combien en stagiaire, et combien tu as commencé à gagner et te payer là, et est-ce que ça te suffit pour vivre à Paris, ou tes objectifs pour augmenter, ou voilà. Alors, du coup, en tant que stagiaire, en fait, il y a un système de... Comment est-ce que je pourrais dire échelon, un système d'échelon.
Et en fait, au début, stagiaire, on est échelon 0. Échelon 0, on touche 1000... entre 1004 et 1008. Échelon 0, on reste très peu de temps, donc on a 1400 euros. On va très vite monter dans la première année, en fait, 2 échelons. Donc on arrive à 1800 euros. Et une fois qu'on est titularisé, donc avec les annonces gouvernementales, tout ça, on se retrouve à peu près à 2000 euros net. Okay. Donc c'est un démarrage de carrière, on va dire, à part la partie où tu es stagiaire, en fait on te teste un peu s'il faut voilà, la carrière avant. Mais tu es titularisé, tu commences à peu près à 2000 net. On commence à 2000 net. Pour arriver dans le 93, pour 18 heures par semaine. 18 heures temps plein en collège. Parce que les primaires, c'est 25 heures en temps plein. Oui, c'est 24 même, je crois. Voilà, 24. Mais donc, c'est pas pareil. Non, mais quand on dit 18, pour pas qu'il y ait de problématique, c'est qu'il y a de la préparation en cours, tu as de la présence en plus. C'est pas juste 18 heures face élève. Ouais. Après, ça compte pas là-dedans les temps de correction, les temps de préparation des séquences, etc. Moi, je sais que j'ai une méthode de travail aujourd'hui. Pour préparer une séquence, je vais bosser entre 10 et 20 heures sur le support. Après avoir un support tranquille, il peut être réutilisé quelques années. C'est ça, bien sûr, il va être réutilisé. Après, il vaut mieux l'améliorer parce que parfois… on y revient, mais on n'y peut-être pas de 10 heures. Pour créer un support qui va me tenir à peu près 2 mois, j'ai minimum 15 à 20 heures de travail dessus avec ma méthode d'aujourd'hui. Donc, c'est un temps que j'investis souvent pendant mon temps de vacances. Donc, au final, ce n'est pas 100% des vacances, on a quand même du travail, on ne peut pas complètement déconnecter. Mais du coup, derrière, quand je suis en cours, j'ai moins besoin de passer du temps sur l'imprimante. Le support est fait de telle sorte que j'ai une certaine tranquillité. Des collègues, ils vont plutôt travailler avec des activités. Et donc là, c'est un autre fonctionnement. Ils peuvent très bien passer 1 à 3 heures par week-end pour préparer les séquences de la semaine d'après. Donc pendant 1 an, ça fait pas mal de travail. Si on monte un projet, c'est aussi du temps. Donc voilà, c'est assez variable en fonction du domaine et de notre façon de travailler. D'accord, donc ça c'est la base, 2000 euros pour 18 plus. Hein. On n'est pas là pour voir le nombre d'heures, en tout cas. Et derrière, il y a des options. Oui, pour augmenter son salaire avec plein de choses. Avec plein de choses. Donc on a, si on est par exemple coordinateur, ce qu'on appelle une IMP. En gros, c'est. Tu m'as dit qu'il y avait pas mal d'acronymes. Voilà, il y a pas mal d'acronymes. On ne va pas les détailler parce qu'il y en a beaucoup. Mais l'idée, c'est si on prend une mission au-delà de juste enseigner à ses classes, on va avoir du coup des bonifications sur le salaire. Mais un exemple de mission, c'est quoi la mission ? Un exemple, coordinateur de physique. On a aussi du temps à allouer à faire les commandes, à organiser, à prendre le temps avec les collègues, à être là à des réunions. Donc tout ça, IMP, on a un petit pécule qui peut aller de, je ne sais pas exactement, mais voilà, ça peut se rapprocher de 50 euros par mois par exemple. Après, on peut avoir professeur principal. Donc on va avoir tout ce qui est les papiers pour les élèves, faire un PAP, donc on met des papiers pour apporter des aides ou des aménagements pour l'élève. Ça, c'est au professeur principal de le faire. Donc si on est professeur d'une classe, on va avoir du coup une bonification puisqu'on va avoir du travail en dehors de l'enseignement. Donc là, dans mon établissement, c'est à peu près 100 euros pour professeur principal, 6e, 5e ou 4e. Pour les 3e, c'est 150 euros parce qu'en plus de ces papiers-là, il y a aussi tout le temps sur l'orientation. C'est à nous de faire le travail de la conseillère d'orientation aujourd'hui. Donc prendre le temps pour leur expliquer qu'est-ce qui se passe après le brevet, quels sont leurs débouchés. C'est à nous de les pousser pour faire leur convention de stage. Il y a certains établissements, c'est aux professeurs de trouver des stages. Nous, on a la chance, c'est les élèves qui doivent se débrouiller un peu et nous, on met un coup de fouet derrière pour qu'ils le fassent. Tout le temps après sur les applications comme Afflenet. Donc c'est une plateforme qui permet aux élèves de faire des vœux pour le lycée. Et le lycée pro, etc. Machin. Tout ça, c'est du temps qui va être pris par le professeur principal. Donc c'est du temps en plus, c'est rémunéré. On peut passer un pacte maintenant. Le pacte a beaucoup changé. Maintenant, on a plusieurs pactes proposés. Donc ça peut être des heures sup, de remplacement. Ça peut être du devoir fait. Le devoir fait, c'est du temps où on aide les enfants à faire leurs devoirs. Ça peut être un budget parce qu'on a un projet particulier et donc on doit définir. Ça peut être… j'ai pas beaucoup de détails puisque je ne me suis pas… mais du coup, tout ça, c'est les heures de pacte. En gros, on dit voilà, en échange d'un bonus sur le salaire pendant X temps, je dois par exemple allouer tant d'heures à remplacer des collègues. Je dois allouer tant de choses, etc. Donc le pacte, c'est un contrat pour une bonification, mais qui signe avec le chef d'établissement, pas avec l'éducation nationale. C'est pour ça que parfois ça rentre un peu en conflit pour les professeurs, puisque du coup, ils se retrouvent avec ils sont dépendants du chef d'établissement et ils n'ont plus le choix de dire non, une fois qu'ils ont signé le pacte. C'est ce côté un peu diablerie. Ouais.
parce que c'est souvent des choses en fait qu'avant l'existence du PAC, on faisait déjà en tant que professeur. Sauf que là, ils ont changé le format et il y a ce côté bien signer un papier. Ouais. Engagement, enfin, il y a un engagement voilà, supplémentaire. Peut-être pour la gestion, hein, pour Oui. défendre, quand tu as des gens qui sont engagés à faire des choses, tu sais que tu peux compter dessus. Oui. Alors que quand c'est peut-être volontairement, comme tu dis, après, bon, on n'aime pas l'équipe, on n'aime pas le chef, on dit non à tout, alors que bon, il faut quand même que pour que le maintien de la bonne continuité de tout l'établissement, non, moi j'ai pas de problème avec de l'engagement. Oui. Moi non plus, de ce point de vue-là. Après, c'est vrai que pour le chef d'établissement, c'est du pain béni, parce que du coup, il sait qu'il va avoir un vivier en cas de besoin. Et on peut aussi, par exemple, monter des projets en tant qu'enseignant. Par exemple, monter un club sciences, club français, club art plastique, machin. Et donc, selon la politique de l'établissement, ces heures-là aussi peuvent être rémunérées en HSE, donc c'est les heures supplémentaires exonérées, ou d'éducation, je ne sais plus exactement le terme. Mais du coup, c'est un budget en plus qu'on peut prendre. Si on va en sortie avec les élèves pendant une après-midi, ce sont des heures qui peuvent aussi être rémunérées. D'accord, donc tu cumules tout ça et ça permet de faire des salaires sympas. Ouais, moi actuellement, après il y a aussi les primes d'entrée dans le métier. Oui. Donc là, ils nous rincent la première année, on a des salaires incroyables. Donc par exemple sur ma fiche de paye, si j'ai 2000 € net de base, avec tout ce qui s'accumule les primes, depuis l'année dernière, parce que du coup j'avais moins de casquettes sur la tête, mais c'était première année, donc les primes machin, mon salaire pouvait varier entre 2400 € et 4500 €. Parce qu'il y a eu des mois où vraiment il y a une grosse partie de la prime, notamment du 93, parce qu'ils essaient de nous fidéliser, parce que la plupart des gens ne veulent pas rester, ils sont là contre leur gré, etc. Donc il y a des grosses primes qui tombent. Mais là actuellement, mon salaire il varie aux alentours des 3000 € en moyenne, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins en fonction de mes heures supplémentaires, parce que je suis professeur principal de plusieurs classes, que j'ai un club sciences et que je vais faire des sorties, etc. Ouais, tu cumules. Je cumule les mandats. Après, il y en a beaucoup qui sont plaisants. Oui. Professeur principal, c'est l'administratif. J'ai la chance d'avoir un planning qui me permet de faire l'administratif de façon régulière. Mais faire le club sciences, je fais des choses sympas, ça me plaît. Et en plus, je suis rémunéré pour, donc c'est cool. Faire des sorties, ça me permet d'encadrer une classe et d'aller à Paris, etc. Donc les enfants, il y en a, ils n'ont jamais vu d'aquarium. On a amené des 5e à l'aquarium pour la première fois. Ils ont vu des poissons dans des boîtes avec de l'eau, en fait. Puis ça fait un lien avec les bien étudiants, sûr. c'est-à-dire tu sors de la classe. Et puis surtout, ça leur ouvre l'esprit. À la fin, on voit totalement, je pense que d'ici la fin de l'année, on verra un gros gap entre les élèves qui sont sortis régulièrement en sortie, au niveau de l'attitude, du comportement, de leur réflexion, avec les élèves qui ne sont jamais sortis de leur quartier. Ça, il y a vraiment un gros différent et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir des budgets pour leur faire des sorties culturelles et les éveiller à ça. D'accord. Voilà. Mais oui, c'est l'investissement. Mais ça permet d'avoir un beau salaire. Et par rapport à mes dépenses, comme je ne suis pas sur Paris, mon appartement, mes dépenses personnelles, je suis entre 1200 et 1500 € par mois en comptant la nourriture. 1500, c'est vraiment quand j'abuse au niveau des sorties, des grosses dépenses. Mais je suis aux alentours des 1000 € de dépenses au total. Et donc avec un salaire de 3000 €, en fonction des grosses dépenses, tout ça, je mets à peu près 800 à 1000 € par mois, quand ça se passe bien, de côté. Donc, oui, tu arrives à épargner. J'arrive à épargner grâce à ce salaire, mais parce que je m'investis aussi. Je pense que si j'avais 2000 €, je ne pourrais pas forcément me permettre d'épargner autant. D'accord. Puis bon, tu t'investis aussi, on a dit d'ailleurs, parce que tu n'as pas de contraintes sur J'ai l'avantage d'être célibataire, pas de famille, pas d'enfants. C'est sûr que dès qu'on commence à avoir une situation familiale, on ne va pas avoir ce luxe-là, on va avoir un loyer beaucoup plus élevé. J'ai la chance d'être en banlieue et pas dans Paris, parce que je pense que mon appartement dans Paris, j'épargnerai 200 balles par mois. Oui, tu fais 3 fois le prix du loyer. Voilà, c'est ça. Alors, on arrive vers la fin de l'interview. Moi, j'avais deux points que je voudrais aborder. Après, on verra si tu vas en aborder un troisième ou un quatrième en plus. Donc, d'après toi, de ce que tu as vécu, la courte carrière, mais avec le concours, le stage et l'intégration, est-ce qu'il y aurait des pistes d'amélioration ? C'est pas pour critiquer, c'est vraiment dire tiens, oui, il y a ça qui pourrait être mieux pour les cours de théâtre, comme tu disais tout à l'heure, peut-être pour les enseignants. Est-ce qu'il y aurait des améliorations ? Et puis après, on verra dans un deuxième temps quel conseil tu peux donner à un futur professeur, éventuellement, qui se retrouve finalement muté, qui vient de Bordeaux, de Nantes ou d'un endroit plus calme, et qui se retrouve muté dans le 9-3, dans une règle politique de la ville. Et, en premier temps, éducation nationale, voilà, demain, tu rencontres le ministre, 3 doléances. 3 doléances. Pour améliorer la vie, soit des professeurs, soit des étudiants, enfin des apprenants. Alors, c'est bête, mais c'est ce que tous les professeurs disent depuis des années. Pour avoir expérimenté les classes à 35 et les classes à 23,
On ne peut pas enseigner correctement, même avec des très bons élèves. On ne peut pas aller aussi loin qu'on le voudrait avec des classes de 30. Plus de 30, c'est trop. Vraiment. Donc, des classes de 23 élèves ou moins, ce serait merveilleux. Là, on est dans le monde merveilleux des professeurs. 23 élèves grand max, pépite. Deuxième point, je pense qu'il faut réellement sensibiliser les enseignants à l'outil qui est en fait leur corps et leur capacité à communiquer, puisque le non-verbal, c'est-à-dire tout ce qui est autre que les mots qu'on utilise, c'est plus de 93% de ce qui est perçu en face. Les enfants, c'est des éponges. Donc si on arrive avec un état de colère, en faisant la gueule et en parlant mal, impossible de démarrer un cours correctement, sûr à 2000%. On arrive, rien qu'un sourire au début, ça va faire toute la différence. Donc le fait de considérer le corps comme un outil de travail et du coup avoir des cours qui nous apprennent à nous en servir, d'expression corporelle, je ne vais pas dire des cours de chant, mais d'être sensibilisé à l'importance des tonalités de la voix. Parce que le simple fait d'avoir 2 tons possibles, il y a le ton où on enseigne, et puis il va y avoir le ton où il y a un problème. Et les enfants vont le capter très vite. C'est des mélodies qu'ils vont enregistrer. Et si la mélodie de « je me fais engueuler » c'est « je crie très fort », il n'y a plus de level maximum, il y a un problème plus grave. Donc vraiment avoir cette sensibilité de la voix et du corps, parce que je pense que ça peut vraiment faire des enseignants exceptionnels après derrière, puisqu'on est conscient d'avoir un outil de communication incroyable. Et dernier point, Pas obligé d'en avoir 3. Hein. Il y en a un que j'aimerais beaucoup, ce serait qu'il y ait plus d'établissements avec des stratégies pédagogiques différentes. Je m'explique. Il y a très peu d'établissements aujourd'hui, des établissements pilotes, qui font des stratégies qui n'ont rien à voir d'un point de vue gestion des élèves, des classes, tout ça, avec ce qu'on fait en classe normale. Par exemple, il y a des établissements où la politique, c'est régulièrement, dans chaque classe, etc., il y a une espèce de conseil d'élèves. Et en fait, les élèves ont une part active dans la gestion des problèmes, etc., entre élèves. Et donc, il y a une responsabilisation, une conscientisation de comment est-ce qu'on organise un groupe de vie. Et des établissements qui se basent sur la curiosité, par exemple, et qui, en fait, n'ont pas du tout le même système de fonctionnement qu'un établissement classique. C'est-à-dire que les professeurs sont là, mais les enfants, s'ils ne veulent pas travailler pendant toute la journée, ils veulent jouer, etc., ils peuvent. Mais s'ils se posent une question, il y a quelqu'un. Et en fait, dans ces établissements, on peut y croire ou pas, mais l'idée, c'est que plutôt que de forcer à apprendre, on se base sur la curiosité naturelle du cerveau, où par exemple, l'enfant va se poser une question, et puis du coup, il va demander à un professeur, il va regarder sur un truc, il fait « Ah, mais ça c'est intéressant », puis le professeur va le pousser à aller un peu plus loin, et ainsi de suite. Et en fait, en se basant sur la curiosité et du coup la satisfaction d'avoir trouvé une réponse, de fil en aiguille, l'enfant va travailler, et puis si par exemple, il s'investit à fond dans, je sais pas moi, les puzzles, et il adore passer 2 heures par jour à faire des puzzles, à se concentrer, tout ça, cette capacité de concentration, s'il découvre un sujet qui lui plaît, il passera 2 heures, 3 heures à bosser à fond dessus, il va adorer, et il va devenir super fort très vite, plutôt que de galérer parce qu'on lui met 20 matières différentes. Donc voilà, ne serait-ce qu'un système où, au lieu d'avoir 6 matières par semaine, avoir une autre façon de découper les matières. Peut-être, au lieu d'avoir 1 heure d'un cours par semaine, pendant 6 mois, il a peut-être 2-3 heures de ces matières, il a moins de matières dans la semaine, mais il va passer plus de temps dessus. Donc en tant qu'enseignant, on aurait plus de temps de développer un projet, une pédagogie, une connexion avec l'élève. Et puis au bout de 6 mois, on a fait toutes les heures de sciences, c'est enregistré, il a d'autres matières. Et puis après, du coup, l'année d'après, on reprend, mais il n'y aurait pas ce côté où on dilapide, comme on mettrait un peu de sel toutes les semaines. On saupoudre. Voilà. Et en fait, avoir un vrai engagement dans les matières où il y a peu d'heures, pour éviter justement que les élèves fassent « Oui, j'ai vu ça, il y a de très très loin », parce qu'ils ont 1 heure de cours par semaine. Oui, on avait vu ça quand on s'est rencontrés. Tu m'avais dit qu'il n'y avait qu'1 heure ou 1h30 de physique-chimie. Moi, j'avais vérifié par rapport à mes enfants et tu avais raison. Enfin, tu as raison. Effectivement, de grouper peut-être, comme tu dis, pendant un semestre, un trimestre, on a 3 ou 4 heures d'une matière. Comme ça, c'est frais. Enfin, on fait 2 heures, on apprend plus de choses, on creuse les sujets. Puis même si après, pendant 3 mois, c'est vrai que de toute façon, on va oublier, mais je suis d'accord avec ça sera mieux ancré, parce que dans tous les cas, il y a les vacances au milieu et 2 mois de vacances. Quand on les récupère en septembre, 80% de ce qu'on a fait, et encore,
c'est parti. Bon, ça c'est normal, mais Ouais. il en reste toujours un petit peu. D'accord. Et donc dernier point en tout cas sur mes questions, c'est voilà, demain, comment tu donnes du courage parce que c'est vrai que c'est une vocation, enfin moi je vois ça comme une vocation. Il y a des métiers, infirmière, docteur, je pense qu'enseignant, c'est des vocations, il faut avoir envie de le faire. Si tu y vas pas avec plaisir, c'est des métiers qui se sentent, hein, parce que comme tu dis, l'humain est une éponge, les enfants c'est pire. Donc quand il y a 30 personnes en face de toi, si tu n'as pas envie de faire la chose, tout le monde le sent. Donc pour moi c'est une vocation. Donc comment tu motiverais ceux sans forcément les motiver, ceux qui se posent encore la question, pour leur dire allez-y, foncez, et même si vous vous retrouvez dans, je ne veux pas dire le pire, hein, parce que je ne veux pas stigmatiser le Situation difficile 93, avec mais en des tout élèves cas, compliqués. dans des endroits soi-disant difficiles, comment tu donnes envie d'aller là quand même, parce que c'est un challenge. Ouais. Déjà, c'est temporaire, parce que mine de rien, les points s'accumulent. Mais de façon générale, il faut y aller avec l'idée que en face, c'est des enfants, en fait. Et du coup, déjà, il faut apprécier les enfants. Mais si je vais donner une image, être professeur, pour moi, c'est être animateur. Sauf qu'au lieu de faire des jeux, on leur apprend des choses. Mais du coup, on peut très bien rendre ça fun, tout en étant sérieux, etc. Mais c'est vraiment ce côté où il faut qu'on s'amuse en travaillant, dans le sens où on peut créer des choses. C'est ça, je trouve, le meilleur point d'enseignant, c'est on a une liberté pédagogique, c'est-à-dire qu'on peut donner ce qu'on nous demande de donner de la façon qu'on veut. Si on veut monter un projet, faire un jeu de loi, avec chaque case, c'est une formulation mathématique, c'est une loi de physique, etc., machin, on peut. Personne ne va nous dire « Ah non, c'est pas bien ». Si on veut fabriquer une fusée avec les élèves, on peut. Si on veut faire du cours frontal, mais avec des séances d'exercice, des QCM, des QR codes, on peut. Si on veut le faire uniquement à travers le numérique, on peut essayer. Ce sera plus dur, mais on peut. Personne, en tant que prof, nous dit comment travailler. Personne ne nous interdit de travailler comme on veut travailler. Et donc, si on est créatif, si on aime tester les choses, c'est merveilleux comme métier. Et il y a énormément d'avantages parce qu'on a le temps de créer ces choses-là. Sur le temps, par exemple, des vacances, etc., on a le temps de se poser, dire « Ok, là, j'ai une idée, j'ai envie de faire un cours, il faut que je fasse une sortie, il faut que je fasse machin. » On arrive à la rentrée, on a contacté les partenaires, etc., machin. On peut récupérer les budgets et on amène une classe, je sais pas, de 20, 12 élèves sur le terrain pendant une journée avec des collègues, on s'éclate, on est en sortie, on revient en classe et on va parler de la sortie pendant 1 mois et demi, toutes les activités sont construites, on va s'éclater en tant que prof, en tant qu'élève, on va même construire des trucs de fou. Et donc en fait, c'est un terrain de créativité exceptionnel. Et dans tous les cas, on a des petits monstres qui sont là pour tester nos idées. Donc on va essayer un truc, ça va pas marcher, c'est pas grave, on améliore au fur et à mesure. Et c'est extrêmement jouissif, je trouve, de penser quelque chose, de le voir se concrétiser et de voir que ça fait du bien à des gens qui après vont se rappeler de nous comme d'une personne marquante. Parce que les 3 piliers qui vont guider la vie des enfants, c'est les copains, les parents et les enseignants. Je pense qu'il n'existe aucune personne en France ou dans le monde qui ne se rappelle pas d'au moins un de ses profs. Dans les deux sens, hein. Dans les deux sens. Mais donc, du coup, on a un rôle très important dans la vie des enfants et on peut leur mettre des étoiles dans les yeux. Et ça, on peut passer une journée toute pourrie. S'il y a un enfant qui nous dit « Merci monsieur, vous êtes le meilleur prof », on est là-haut, c'est bon. Et c'est humainement, c'est très très enrichissant comme métier. Et je pense qu'il y a peu de métiers qui sont aussi agréables en tant qu'humain, parfois difficiles, mais qui peuvent donner autant de plaisir, autant d'amour pour soi et pour le contact avec les autres. Eh ben, écoute, c'est parfait Lucas, moi je vais rester sur cette image des étoiles dans les yeux. Je te remercie Merci à pour toi. ce temps et espérons que tu vas peut-être créer des vocations. Peut-être. Et puis Voilà, cet épisode est terminé. Okay. Merci de l'avoir suivi. Je t'en Comme prie. d'habitude, je vous invite à approfondir par vous-même les sujets abordés. Comment t'as trouvé? Sachez que je prends beaucoup de plaisir à réaliser ces épisodes. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'encourager à continuer, vous avez 3 moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note, un avis ou un commentaire sur la plateforme d'où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous, via vos réseaux sociaux ou simplement en parlant. Et enfin, le troisième moyen, c'est de me faire un don.
avec cerise sur le gâteau, une réduction fiscale de 66%. Les liens sont dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord, afin de discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels. L'avenir nous rassemble. À très vite, merci.